Voilà, merci Monsieur Sidor, merci de votre accueil chaleureux, attentif. Madame la directrice académique, je suis toujours très heureux de vous retrouver dans ce département. Et Monsieur l'inspecteur adjoint, bonjour. Et aussi très heureux aussi de vous retrouver. Madame Vigel, sans qui cette journée n'aurait pas lieu. J'ai souvenir d'un déjeuner lors duquel nous avions évoqué ce thème. Et sans ce déjeuner, sans doute nous n'aurions pas choisi précisément ce thème de la communication positive qui cache, vous allez voir, bien d'autres thématiques derrière, des thématiques associées, celle de l'éthique, celle de la bienveillance, et des thématiques au sujet desquelles mon intention est de vous donner des repères pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir interroger, pour pouvoir aussi confirmer, parce que je crois qu'il y a quelques enseignants dans la salle, confirmer vos pratiques, les interroger. Et pour pouvoir progresser, nous avons besoin d'éléments, au-delà d'éléments de langage, éléments qui nous permettent de réfléchir aux actes, aux attitudes, aux comportements, et de pouvoir les confirmer, les orienter, les interroger. Et sans ces éléments conceptuels, on ne peut pas incarner une attitude qui va chercher à progresser, parce que nos attitudes sont étroitement liées à la manière dont on pense notre comportement. Alors le décrochage scolaire et d'une certaine façon la persévérance, comme Madame Desbrosses vous l'avez évoqué en introduction, c'est un processus qui est multifactoriel et quand on met à jour les facteurs du décrochage scolaire, on a en filigrane des éléments qui nous aident aussi à penser la persévérance. Et le décrochage scolaire, vous avez sans doute en majorité eu connaissance de cette représentation qu'on trouve sur le site du ministère, une représentation dans laquelle on a 3 disques qui sont identiques, qui mettent en perspective des combinaisons possibles de facteurs et qui montrent que derrière chaque individu, il y a à chaque fois une combinaison de facteurs, une histoire personnelle qui l'amène à travers des influences et des facteurs externes, mais aussi des facteurs internes, à un moment donné, entrer dans un processus qui peut l'amener à décrocher. Alors le propos n'est pas nécessairement ici de m'étendre sur ce sujet-là, mais de vous dire que derrière ces facteurs que vous observez, il y a en filigrane la question de la qualité de la relation, on va le voir, qui est à l'œuvre, notamment s'agissant des facteurs internes au système scolaire, qu'il s'agisse par exemple du climat de classe, du climat scolaire. La question de la relation n'est pas forcément affichée, et n'est pas souvent affichée sans doute suffisamment par l'institution comme étant un élément déterminant. Et c'est sans doute l'un de mes objectifs qui est d'essayer de vous montrer en quoi la communication positive, qui était la partie manifeste de la relation, est déterminante. Alors il suffit pour cela, par exemple, de s'intéresser aux travaux qui mettent à jour le profil des décrocheurs et de rappeler que les décrocheurs ont des caractéristiques qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde et qui amènent à distinguer des grands profils de décrocheurs. Les travaux de Dardier, Laïb et Robert Bobet, assez connus dans la communauté scientifique qui s'intéresse à cette question du décrochage, nous montrent que une partie significative des décrocheurs ont un profil issu de familles nombreuses, avec des parcours, des itinéraires qui renvoient à des difficultés très souvent, nécessairement, un faible niveau d'études, des échecs au CAP, au BEP, au baccalauréat, et des jeunes qui passent par des classes spécialisées que l'on connaît, dans lesquelles on retrouve ces profils, comme par exemple les SECPA, mais pour ne citer qu'elles. Alors il y a ces facteurs sociologiques que les travaux du CEREC ont mis à jour et qui, lorsqu'on met en perspective ces 2 cartes, l'une à gauche qui est celle des zones à risque. Alors vous aurez là, je regarde au niveau des prises de notes, vous aurez bien sûr le diaporama, ce qui ne vous empêche pas de prendre des notes, parce que dans tout ce que je dis, tout n'est pas bien sûr inscrit sur les diapositives. On voit cette correspondance entre les zones à risque d'échec scolaire, qui ici à gauche
montre en rouge et en orange un cumul de fragilité économique, familiale et culturelle et sociale. Et à droite, donc, c'est cette représentation géographique des zones où la part des non-diplômés est importante. Et donc, on voit bien que autour de la région parisienne, dans le nord, autour des grandes villes, mais aussi surtout dans le sud, on a effectivement des zones à risque importantes, qui nous amènent sur le plan territorial à, puisque ici l'unité c'est le canton, l'unité choisie par ces géographes et sociologues, à prendre en considération le contexte des établissements et à adapter les politiques au contexte des établissements. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'attarder, je vais plutôt aller du côté de la psychologie clinique pour essayer de vous emmener sur le terrain de la communication positive, puisqu'on voit bien que la question de la vulnérabilité des élèves est un point essentiel, un point commun aux décrocheurs. Les psychologues cliniciens ont bien montré qu'il y a dans le profil des décrocheurs des facteurs individuels, notamment qui permettent d'identifier les personnes qui ont des difficultés de résilience, des difficultés, on verra tout à l'heure, à rebondir sur les obstacles, les échecs, des facteurs familiaux et sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui masquent en fait une dimension qui est essentielle, sur laquelle je vais m'attarder tout à l'heure, celle des besoins psychologiques fondamentaux, puisque les élèves qui décrochent ont souvent des besoins psychologiques qui sont insatisfaits, et on verra lesquels tout à l'heure. Et puis des facteurs scolaires qui nous renvoient et qui mettent en relation dialectique ces besoins psychologiques et l'attitude des enseignants, l'attitude des adultes. Alors il y a cette question qui me paraît centrale et qui a été à l'origine de l'organisation de cette journée: comment faire vivre une relation positive, une relation pédagogique et didactique, donc éducative positive, qui permette aux jeunes de ne pas décrocher, d'être dans une persévérance scolaire. Lorsqu'on interroge les décrocheurs et qu'on essaie de voir les termes qui reviennent dans leurs propos, on constate que il y a manifestement un besoin qui s'exprime à travers les mots qu'ils emploient pour décrire ce qu'ils attendent des professeurs. Besoin de confiance, besoin... Alors là, plus les termes sont grossis, plus ils reviennent dans les propos que j'ai pu écouter à travers notamment des entretiens organisés avec des décrocheurs, d'anciens décrocheurs. Besoin de respect, d'authenticité, d'avoir des adultes qui soient engagés, qui les emmènent sur des projets qui les intéressent, de bénéficier d'un soutien qui soit positif. Oui, parce qu'on voit bien que parfois le soutien il est maladroit, il n'est pas suffisamment positif. Et la manière dont on vient parler les choses, parler ce que vit l'élève, vient impacter directement, on le verra comment tout à l'heure, la motivation des élèves. Et donc ces mots ici qui traduisent des catégories sémantiques qui sont celles qu'emploient les élèves, nous donnent des repères essentiels. On pourrait presque s'en tenir à cela comme repère. Si on croise cela avec les analyses d'Elisabeth Bottier et Catherine Blaya, qui ont mené des travaux auprès des décrocheurs, on voit bien qu'un certain nombre de facteurs reviennent ici en bleu, qui traduisent, quand on essaie de trouver un point commun à ces facteurs, que ce soit d'avoir des personnels impliqués, bienveillants, qu'ils aient un dialogue ouvert, authentique, qu'ils puissent les élèves bénéficier d'espaces de parole, de soins, d'attention, que les professeurs soient impliqués, confiants, présents, disponibles. On a là des vocables qui nous mettent bien sur le terrain d'une communication qui est positive. Alors cette communication positive, elle a, comme on le sait, trois dimensions. Dimension verbale, les mots qu'emploient les personnels, les enseignants au quotidien dans leur relation aux élèves sont importants, en sachant que très souvent dans la relation éducative, toute parole peut être retenue contre nous d'une certaine façon. Et qu'il faut veiller, à partir du moment que l'on intervient dans la vie d'autrui, parce que c'est cela, être dans l'éducation. C'est être dans une posture où on intervient sur la vie d'autrui. Les mots que l'on emploie sont très importants, notamment vis-à-vis des élèves les plus vulnérables. Les élèves qui sont fragiles et qui sont très attentifs à ce qu'on va dire de ce qu'ils produisent, de leur comportement. Et puis il n'y a pas que la dimension verbale, il y a aussi la dimension non verbale, parce que l'on sait terriblement que les élèves, très tôt, vers l'âge de 5-6 ans, savent décoder les regards, les mimiques, les gestes, les attitudes, les postures, jusqu'au paraverbal. Ils entendent, dans le ton que l'on emploie, le signifier
Quand on dit à un élève, oui, c'est très bien, il entend que c'est pas très bien. Pourtant, on a dit que c'était très bien. Donc l'élève, il n'a pas besoin, tout cela se fait immédiatement. Et cela vient le percuter très souvent sur le plan émotionnel, parce que c'est une période, la période de l'enfance et de l'adolescence, où on a terriblement besoin du support de l'adulte, de l'aide de l'adulte, surtout quand cet adulte nous parle de ce que l'on a produit, il nous parle de ce que l'on a fait, de ce que l'on a produit oralement ou par écrit. Et donc le paraverbal, qui est essentiellement le débit, le ton, la voix, le rythme, essentiellement le ton et le débit de la voix, le volume, cette dimension paraverbale est très signifiante. Et cette dimension de la communication, elle, qui est la partie visible de la relation, quand on parle de communication positive, il faut aller voir tout ce qu'il y a derrière. Il y a toutes les représentations, les conceptions, les intentions, et puis les émotions de l'adulte aussi, qui, en relation avec les émotions de l'élève, créent la relation aussi. En tout cas, sont présents dans la relation. Ces émotions, dans le monde qui est le monde de la classe, le monde de l'école, sont extrêmement présentes à de nombreux endroits, de nombreux moments, et elles viennent perturber, renforcer, tout dépend de comment elles sont vécues et comment elles sont accueillies par les adultes aussi. On y reviendra tout à l'heure. Alors vous voyez, dans la relation qu'il y a entre élèves et enseignants, entre adultes et élèves, la dimension de l'empathie, cette capacité qu'a l'être humain à pouvoir, quand il s'agit d'empathie cognitive, à pouvoir penser ce que pense l'élève, pour l'élève de penser ce qu'attend l'adulte de lui. Donc c'est permanent, vous imaginez, dans la classe, c'est permanent. Notamment lorsqu'un élève essaye d'anticiper les attentes en termes d'évaluation, cette dimension-là, elle lui permet de réguler son comportement. Faut-il encore que l'adulte aussi, si on veut que la communication et la relation soient positives, l'adulte ait aussi cette dimension-là, qu'il puisse lui imaginer ce que va penser l'élève. Et très souvent, les enseignants le font, bien sûr. Quant à l'empathie émotionnelle, c'est pouvoir ressentir ce que ressent l'autre. En tant qu'enseignant, c'est pas simple, parce qu'on a un groupe en face de soi, et a-t-on toujours la disponibilité, la présence, pour pouvoir le faire. Il y a des moments où c'est difficile. Ce qui renvoie à une forme de bienveillance vis-à-vis de soi-même, pouvoir accepter qu'il y ait des moments où on ne soit pas disponible à tenir compte des émotions d'autrui ou de ce que l'on peut ressentir comme les émotions d'autrui. Alors pour essayer de caractériser qu'est-ce que c'est que cette relation éducative, pédagogique positive qui se manifeste par la communication, il faut bien comprendre cela, que la communication, c'est la dimension pour l'être humain, c'est la dimension manifestée de la relation. Donc quand on parle en titre ici de mon intervention d'une communication positive, ce qu'il y a à construire, c'est une relation qui soit positive. Donc une relation qui, dans les moments même où élèves et enseignants ne communiquent pas, cette relation qui continue à exister reste positive. Alors je vois trois grandes orientations. Tout d'abord, répondre aux besoins fondamentaux des élèves. De nombreux chercheurs s'accordent à dire maintenant, je vais vous le montrer, que cette dimension-là est essentielle. Et puis j'aborderai deux autres dimensions qui vont structurer, vous allez le voir autour de cette diapositive, tout mon propos. Thomas Godonville, dans le rapport rendu au CNESCO en 2017, rappelle que les performances scolaires sont liées aux dimensions relationnelles, aux relations paritaires dans relations entre élèves, aux relations avec les enseignants, avec les familles, mais bien sûr aussi à la satisfaction envers ce que proposent les enseignants, ce que propose l'école, donc la satisfaction à l'égard des activités. Et il nous dit qu'il y a une corrélation, il nous rappelle en citant les travaux notamment de LaGuardia et Ryan, et puis d'autres chercheurs, que cette corrélation entre réussite scolaire et satisfaction des besoins psychiques fondamentaux est déterminante. Les élèves qui réussissent sont des élèves dont les besoins fondamentaux, on va voir lesquels, les besoins fondamentaux en général sont satisfaits, ils sont honorés. Alors cette notion, quand on parle de besoins fondamentaux, on ne parle pas des besoins cognitifs des élèves, on parle, pour reprendre, vous voyez l'expression de Larousse, d'une exigence et d'un sentiment de manque, d'une privation, de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, de fondamental. C'est pour ça que si on regarde la littérature mondiale sur ce sujet-là, le mot fondamental est toujours utilisé en général. On parle de besoins fondamentaux, qui sont fondateurs du bien-être. Ces besoins sans lesquels l'être humain est
plus vulnérables. Ces besoins sont développés, sont en relation avec l'état de développement, l'âge, la maturité. Mais on va retrouver globalement à peu près les mêmes à 5-6 ans qu'à 8-10 ans, qu'à 17-18 ans ou même adulte. Si on prend, on va le voir tout à l'heure, le besoin de sécurité, ce besoin de sécurité, nous aussi nous l'avons. Nous avons besoin d'être sécures dans notre relation aux autres pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ce respect des besoins fondamentaux est même devenu l'un des principes directeurs de la loi du 14 mars relatif à la protection de l'enfant. On les retrouve, il y a eu un rapport de rendu sur les besoins fondamentaux au ministre de la Ville il y a 3 ans. Donc on voit bien ici que c'est un sujet qui, malgré qu'il y ait un dissensus sur la manière dont on formule, dont on nomme ses besoins, qui est un sujet dont on parle de plus en plus. Alors si on regarde un peu les nomenclatures, j'ai pris celles qu'on connaît le mieux. La hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, que tout le monde connaît, 1943, qui reste encore terriblement d'actualité. La théorie de l'autodétermination de Deci Aryan, qui considérait que parmi les 150 théories sur la motivation, celle qui est la plus significative, les 7 besoins des 2 médecins, Brazelton et Grispan, qui fait parler d'elle, et ces travaux de Belges, de Jean-Pierre Courtois et du Desmet, sur le paradigme des besoins psychopédagogiques. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, sur Maslow, il a été critiqué sur sa hiérarchisation des besoins. Mais ce qui a fait son succès, c'est que cette représentation nous parle. Elle utilise des vocables qui parlent d'ailleurs aux enseignants. Quand on parle des besoins physiologiques, on est en dehors des besoins psychologiques, mais les besoins physiologiques, on voit bien que les travaux de mon collègue Jean-Paul Delahaye sur la grande pauvreté nous ont rappelé combien ils sont déterminants. Combien de nos élèves, on a 10-15% d'élèves, voire plus, dans des classes qui arrivent le matin avec l'estomac vide, n'ayant pas suffisamment dormi parce que passant leur nuit devant des écrans, ont des besoins physiologiques non satisfaits, ne sont pas disponibles pour bien travailler. Et puis il y a ce besoin de sécurité, besoin d'avoir des adultes qui fixent un cadre clair, qui proposent une relation qui soit sécure et sécurisante. Une relation qui permette de se sentir sécure, c'est une relation où l'adulte se rend prévisible. Et ça, je pense que s'il y avait un travail de fait en formation, bien des enseignants qui, par volonté de bien faire, jouent sur leur caractère, leur force de caractère, l'imprévisibilité de leur comportement pour notamment exercer un pouvoir d'influence des élèves, n'utilisent pas sur le moyen et le long terme un bon levier. Parce que l'élève se sent insécure dans cette relation à l'adulte qui a un comportement qu'il a du mal à anticiper. Besoin d'appartenance au groupe, besoin de se sentir en estime de soi, je vais y revenir. Et puis ce besoin de s'accomplir. Regardez la réforme actuelle des lycées. Pourquoi cette modification globale de la structuration des enseignements? C'est essentiellement porté par la volonté d'offrir aux élèves un parcours, en tout cas de permettre aux élèves de construire un parcours qui leur permette de se réaliser et donc de s'accomplir. On se rend compte que les objectifs de réussite et de performance, c'est bien, mais un élève performant qui n'a pas trouvé son domaine de réalisation, c'est un élève qui va bifurquer à un moment donné. Alors il faut pouvoir combiner les deux, la performance et la réussite d'un côté, mais de l'autre côté la réalisation de soi. Et c'est cela qu'il y a derrière, que Maslow avait terriblement senti déjà dans les années 40, lui travaillait sur les ouvriers, mais que des adultes qui se réalisent et qui s'accomplissent, c'est des adultes qui vont bien, quoi. Dans la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, il distingue 3 grands besoins psychologiques fondamentaux, qui sont des besoins intégrateurs, besoins qui intègrent d'autres besoins. C'est le besoin d'autonomie qu'on retrouve dans le besoin de réalisation de soi, dans le besoin d'accomplissement. Pour cela, il faut être autonome. Or ça, c'est véritablement la finalité que l'on retrouve dans toutes les espèces, et que l'on retrouve aussi dans le règne humain. Dans le règne animal, en tout cas, le besoin de rendre les nouvelles générations autonomes, c'est essentiel. Le besoin de compétence, se sentir efficace dans son environnement. Et le besoin d'affiliation, c'est le terme qu'emploie Deci Ryan, qu'ici d'autres chercheurs européens renomment comme le besoin d'être en relation avec autrui. Mais le reproche qu'on pouvait faire aux travaux Deci Ryan, sans doute, c'est qu'appliqué à l'éducation, au départ, ils n'ont pas fait ces travaux-là dans le champ de l'éducation, c'est un peu comme s'il manquait certains besoins, notamment le besoin d'être en sécurité, qu'on a du mal à lire là. Donc,
Si on regarde chez Brazelton et Grispan, on va retrouver le besoin de relations chaleureuses, de protection physique, de besoins qui ne sont pas forcément parlés et signifiés dans la nomenclature d'Abraham Maslow, besoin d'une communauté stable, de son soutien, de sa culture. Donc ça on retrouve dans le besoin d'appartenance. Donc vous voyez qu'à travers les nomenclatures, je ne m'attarde pas trop parce que c'est pas trop sur ce sujet-là qu'on va porter notre attention, c'est juste sur la synthèse que je vais en faire. On voit chez Pourtois et Desmet qui, eux, ont travaillé en milieu scolaire et qui ont essayé de construire un paradigme des besoins chez les jeunes, ont bien identifié ces besoins affectifs, cognitifs et sociaux, mais aussi des besoins de valeur, des besoins de repères, des besoins d'identification de ce qui est important. Alors si on regarde maintenant de manière comparée ces différentes nomenclatures, on voit qu'il y a des points communs de couleur, vous voyez. J'ai mis dans différentes couleurs les points communs à ces nomenclatures qui montrent qu'on peut dégager à partir de ces nomenclatures une représentation, alors je reviendrai sur cette diapo-là, une représentation des besoins psychologiques fondamentaux à partir d'une représentation un peu hiérarchisée quand même, parce que le besoin de sécurité, de nombreux chercheurs s'accordent à dire que c'est le besoin central. Quand un jeune n'est pas sécure, il ne va pas oser lever la main, il ne va pas se sentir... le reste ne va pas suivre, quoi. Besoin d'appartenance, et on le sait que dans nos établissements où des jeunes arrivent en cours d'année, ou au collège, c'est l'âge où les discriminations fusent, se sentir un parmi les autres, reconnu dans ce que l'on a, c'est fondamental. Et puis, j'ai mis ici un ensemble de besoins, de stimulation, de compréhension, besoin de justice et de respect, je l'ai surligné en gras, parce que c'est le besoin à fleur de peau des adolescents, et que c'est le besoin qui n'est pas refoulé par les adolescents. Souvent, le besoin de sécurité, ils ne se rendent pas compte, les adolescents ou les jeunes, qu'ils ont besoin d'être sécures dans leur relation. Par contre, quand c'est pas juste, ils savent dire, avec tel professeur, c'est pas juste, les évaluations, ou alors, un tel est toujours juste, il fait attention, elle fait attention à ce que dans l'évaluation, il y ait exactement les différents aspects pris en considération, etc., etc. Ce besoin de justice et de respect, c'est le besoin à fleur de peau qui n'est pas refoulé, et c'est un besoin absolument important quand on veut travailler sur la persévérance, sur la lutte contre le décrochage, et que l'on veut justement créer une relation positive. Cette relation positive, elle est fondée sur des valeurs qui répondent à des besoins. Il y a un rapport étroit entre valeurs et besoins, entre valeurs des jeunes et leurs besoins. La justice occupe une place centrale. Si je reviens... excusez-moi, j'essaie de revenir en arrière. Voilà. Un certain nombre de chercheurs ont mis, si je reviens sur cette représentation des besoins, ici, il y a au-delà de ces besoins comme une sorte de méta-besoin. C'est-à-dire que quand on interroge, alors c'est quelque chose qui n'a pas encore été prouvé scientifiquement, mais on voit bien que ça nous parle. Ce méta-besoin, ce serait un besoin qu'auraient les jeunes d'établir des relations affectives stables avec les adultes, des relations qui traduisent que l'adulte a conscience de leurs besoins. C'est-à-dire c'est une sorte de grand besoin intégrateur d'avoir des adultes qui sont attentifs à leurs besoins. Et ça, c'est intéressant de se dire que des jeunes, quand on discute avec eux, ont besoin qu'on soit attentif à leurs besoins. Donc, ce besoin intégrateur, les enfants ont besoin que les adultes, leur entourage immédiat, aient une théorie implicite de leurs besoins. Là, voilà, la théorie implicite, c'est une sorte de représentation que je vous propose, qui, à partir du moment dès qu'on représente, on s'expose forcément à des critiques, mais j'en fais le pari et ça ne me pose aucun problème, parce que je pense qu'on a besoin de repères, nous adultes. Et que ces repères-là, les retours que j'en ai, parlent aux enseignants, parlent à ceux qui sont sur le terrain. Alors, je parlais de besoin de justice et de respect, parce que les deux sont souvent très liés. Les élèves qui disent ne pas être respectés par les adultes, souvent expriment de l'injustice. Ce besoin de respect, c'est un besoin qui est plus complexe que ce que l'on croit. C'est pas que le respect verbal, c'est le respect dans tout ce qui me compose moi en tant que jeune. C'est le respect de mes droits, de mes besoins psychiques. Donc c'est le respect. Quand les élèves disent j'ai besoin qu'on me respecte, c'est j'ai besoin qu'on me respecte à l'endroit de l'ensemble de mes besoins. J'ai besoin qu'on me respecte dans mes croyances, dans mes valeurs, dans mes émotions, dans tout ce qui m'appartient, mes biens, mon histoire personnelle. Donc c'est vraiment, et c'est pas pour rien, je pense que Jean-Michel Blanquer a rappelé l'importance du respect d'autrui. Il a terriblement conscience, certainement, qu'on est sur un objet fondamental et déterminant pour la structuration du vivre ensemble.
Comment créer les conditions pour que les élèves apprennent si nous ne contractualisons pas entre adultes-élèves une relation centrée autour du respect mutuel? On va en reparler tout à l'heure de cette contractualisation. Éviter le sentiment d'injustice et ses effets. Oui, déjà, il y a 22 ans, Martuccelli, 23 ans, Dubay et Martuccelli, un sociologue, François Dubay, que vous connaissez tous, il avait identifié cette problématique de la justice et de l'injustice. Et nous plafonnons depuis plus de 20 ans en France sur 30% d'élèves. Bon, regardez, je ne l'ai pas indiqué ici, mais les dernières données de l'ADEPE, vous savez que tous les 3 ans, il y a des enquêtes de l'ADEPE, il y a une ligne à un moment donné sur le sentiment de justice par rapport aux punitions et aux sanctions. On est toujours à 70% des élèves qui considèrent que les punitions et les sanctions sont justes. Ça veut dire qu'il y en a 30%, donc à peu près 8 à 10 élèves par classe qui considèrent que les punitions et les sanctions ne sont pas justes. Et on est toujours sur ce taux de 30% d'insatisfaction sur le critère de la justice. Beaucoup d'effets de l'injustice, de multiples causes, mal-être, violence, retrait. Il faut savoir que le sentiment de justice, le sentiment d'injustice, c'est un sentiment destructeur dans la nature humaine. Vous avez comme ça des sentiments destructeurs. L'injustice, si vous voulez les retenir, il y en a 5. Pour les retenir, on peut les retenir en prenant le mot trahi, T comme trahison, R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation et I comme injustice. Ce sont des sentiments destructeurs. Il y a plus de 200 sentiments dans la nature humaine, mais certains sentiments sont particulièrement forts et suffisamment forts pour orienter des destinées, en termes d'orientation scolaire, bien sûr, par exemple, et pour laisser des traces de manière irrémédiable. Combien de jeunes qui, devenus adultes à 40-50 ans, au détour d'un épisode dépressif, vont exprimer un épisode difficile vécu dans la scolarité, avec un prof, avec une communauté d'élèves, autour d'un sentiment profond, un sentiment d'injustice. Alors à l'école, c'est souvent l'injustice, le rejet et l'humiliation. Alors le premier, humiliation et injustice reviennent très très régulièrement. L'humiliation, avec classiquement, c'est en mathématiques, parce que c'est l'épisode qui, dans la dernière recherche que j'avais menée à l'UFM de La Réunion, revient. En mathématiques, l'élève envoyé au tableau, face à un exercice qu'il ne sait pas faire, devant un groupe d'élèves qui est en attente, et surtout le prof qui montre son impatience et qui lui dit « mais pourtant c'est facile », et l'élève qui bien sûr au tableau est paralysé. Combien d'entre nous ont connu cela? Alors vous allez me dire « mais il n'y a pas de problème, on s'en est bien remis ». Sommes-nous représentatifs de la communauté des élèves qui ont vécu cela? Nous avons eu un environnement, on le verra tout à l'heure, suffisamment porteur et en tout cas structurant pour notre résilience, pour supporter cela. Ces élèves qui ont des parents avec qui ils ne communiquent pas, avec qui ils n'ont pas la possibilité de dire ce qui ne va pas sans être réprimandés, mais d'avoir une véritable écoute, une écoute active, une écoute où on leur permet d'exprimer ce qu'ils ressentent. Combien de ces élèves ont-ils des parents comme ça? Combien d'élèves vivent cela? Ont-ils des parents qui permettent cela? C'est ça la question. On va y revenir tout à l'heure sur la question de la vulnérabilité et de la résilience. Deux principales difficultés des enseignants: noter de manière juste, ne pas traiter les élèves différemment, selon, alors, ils ont indiqué notamment la nationalité et la richesse, qui sont des facteurs qui apparaissent implicitement comme discriminants. Les moments d'échange avec les élèves, et c'est ce qu'ils montrent, lorsque ces moments sont organisés un minimum 2 fois dans l'année, lorsque à 2 reprises dans une année scolaire, on aborde la question de l'injustice, cela lève comme la soupape la tension qui est parfois accumulée chez les élèves. Cela veut dire que lorsqu'on a des espaces de parole dans un établissement, dans une classe, où on peut aborder ce qui ne va pas de manière simple, authentique, vraie, les élèves vont mieux. J'avais un entretien la semaine dernière, une enseignante qui a maintenant en retraite parce qu'elle se consacre encore à un dispositif qu'elle a mis en place pendant plusieurs années dans un lycée. Et un dispositif qui est absolument remarquable. C'est un dispositif d'entretien individuel. Dispositif, c'est dans l'Académie de Grenoble, où des enseignants qui ont été formés à l'écoute active organisent un temps, en général d'1 heure, sur la base du volontariat, et les élèves qui veulent pouvoir parler à un adulte et dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, tout ce qui ne va pas, sur le plan des apprentissages, mais aussi émotionnellement,
eh bien, ont la possibilité de le faire et ce temps est contractualisé. Ce qui est dit ne sortira pas de ce moment-là et de ce qui a été partagé. Eh bien, on constate que dans ce lycée où il y a 700 élèves, ce temps-là, eh bien, il est organisé environ une centaine de fois dans l'année, quand même. Il y a une centaine d'élèves qui demandent à bénéficier de ce temps-là, son temps d'entretien individuel, et ces élèves vont mieux. Ces élèves vont mieux parce qu'il y a eu un temps d'écoute. Alors, ce sont des entretiens individuels, mais ça peut être complémentaire aussi avec des espaces comme l'heure de vie de classe, qui peut être consacré aussi à aborder vraiment des sujets qui touchent les élèves. Si je reviens sur nos besoins, on a aussi le besoin d'aide, de temps. C'est quand même la vocation de l'école que de répondre à ce besoin d'aide lorsqu'il s'exprime, le besoin de temps. Et c'est souvent très associé. Respecter le rythme de l'élève, c'est respecter son temps. Respecter l'estime de soi de l'élève. Ce besoin fondamental et central. Alors pour les psychologues sociaux et les cliniciens, il est clair que le besoin d'estime de soi est le besoin central de la psyché pour eux. On ne peut pas s'en construire sans un minimum d'estime de soi. Et si l'on regarde les trois composantes de l'estime de soi, amour de soi, image de soi, confiance en soi, sur l'amour de soi, on est comment je me ressens, comment je m'accepte moi. Sur l'image de soi, comment je me représente, et on sait que la représentation de soi se construit notamment à partir des représentations d'autrui. Et la confiance en soi, c'est plus sur l'agir. Comment je m'aventure face à l'inconnu, au nouveau, et c'est dans les apprentissages une des dimensions de l'estime de soi centrale, bien sûr. À l'école, les rapports étroits entre confiance en soi et image de soi sont déterminants. L'image de soi à gauche, en bas à gauche, elle va être déterminée par les valorisations directes et indirectes de l'enseignant, les feedbacks de l'enseignant, qui vont déterminer l'image de soi, qui vont permettre de notamment permettre à l'élève de modifier son état d'esprit face aux obstacles, aux difficultés. C'est tous les travaux de Carol Dweck que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui mériteraient une intervention assez longue. L'expérience de la difficulté surmontée, et ça c'est la différenciation didactique. On va proposer aux élèves des situations qui leur correspondent, et notamment ceux qui sont en difficulté vont pouvoir surmonter les difficultés parce qu'elle est adaptée. Le droit à l'erreur, bien sûr, qui revient, que vous connaissez tous. Il ne peut pas y avoir de relation positive sans une relation autour d'un droit à l'erreur reconnu. L'école est un lieu où on a le droit à l'erreur. Et ce discours sur l'erreur, sur la difficulté, sur les obstacles rencontrés doit être positif. Parler d'une communication positive, c'est parler d'une communication autour des difficultés, une communication qui doit être positivante. Alors je ne développe pas sur la reconnaissance de soi, mais on sait bien que pour l'amour de soi, c'est beaucoup plus une dimension familiale, dans la communauté des jeunes entre eux, mais les discours des adultes dans l'école y contribuent lorsque l'adulte crée les conditions pour que l'élève apprenne à se connaître, à s'accepter lui-même, cela y participe. Et enfin, besoin d'expression de soi, ce qui rejoint le besoin d'écoute qu'on évoquait tout à l'heure, et de bénéficier d'espace pour s'exprimer. Ne négligeons pas les arts qui permettent l'expression de soi, notamment lorsque cette dimension-là est valorisée dans les pratiques artistiques. Mais pas uniquement l'écriture, bien sûr. Réalisation de soi, autonomie. Si l'on prend le besoin d'estime de soi, il est central parce que les autres besoins viennent retentir sur lui. Lorsque l'élève est respecté, lorsqu'il est considéré, on lui donne la possibilité de se réaliser, de s'exprimer, cela retentit sur le besoin d'expression de soi. C'est pour cela que cette dimension de l'expression de soi, de ce besoin-là, il est central. Il est, à contrario du besoin de justice qu'on évoquait tout à l'heure, lui est plus ou moins exprimé, le besoin d'estime de soi, le besoin de justice est exprimé, le besoin d'estime de soi, non pas est refoulé, mais il est restant caché, dissimulé, pas forcément manifeste. Il y a en face, chacun de ces besoins, des leviers ici j'en ai indiqué quelques-uns, des leviers à disposition des adultes pour pouvoir agir sur ces besoins, pour pouvoir les renforcer, éventuellement permettre aux élèves de se sentir beaucoup mieux dans ces domaines qui sont des domaines du bien-être. On voit notamment en haut à gauche, le tact. Avoir du tact, comme le rappelle Éric Prérat dans son ouvrage paru il y a 2 ans, c'est véritablement être capable d'avoir les mots justes au bon moment et assez rapidement. Ça, c'est pas simple. On n'est pas tous égaux devant nos capacités de tact, et certains d'entre nous ont besoin d'y travailler.
les feedbacks positifs que je vais évoquer tout à l'heure, les valorisations, la patience, l'explicitation, le soutien différencié. Alors voilà pour les besoins fondamentaux des élèves.